Ok, alors, donc on va prendre maintenant, maintenant un autre exercice, un dernier là-dessus. Donc, soit P dans R de X, on pose ce truc-là qui n'est pas encore une norme, mais ça va le devenir. Donc, norme de P égale somme des valeurs absolues de la dérivée km de P en K pour K allant de 0 à plus l'infini. Voilà. Maintenant, il faut montrer que ça définit bien une norme sur R de X. Bon, voilà. Et puis ensuite, il faut montrer que R de X n'est pas complet pour cette norme. Et alors, on discutera après d'une méthode très générale. En fait, R de X ne peut pas être complet. Voilà, c'est comme ça. R de X n'est complet pour aucune norme. Il y a un argument d'autorité qui le dit. Mais bon, là, on va s'amuser à montrer qu'il n'est pas complet pour cette norme. Avec une suite, on va prendre la suite suivante. On va choisir un polynôme Pn qui est dans R de X, mais de degré inférieur à n, tel que Pn, la dérivée km de Pn en K est égale à 2 puissance moins K, voilà, et K compris entre 0 et N. Voilà, donc voilà, donc je vous laisse le faire, vous montrez que ça définit bien une norme, et vous regardez déjà l'existence de cette suite, est-ce qu'il existe bien une suite qui vérifie ça, et pourquoi, avec cette suite, cela prouve que R de X n'est pas complet pour la norme qui était donnée ici. Voilà. C'est un exercice exotique avec une norme exotique. Alors, le 1. Bon, alors d'abord, bon, cette somme étant finie, cette fonction est bien définie. Ça, c'était quand même à dire. Il faut toujours dire c'est bien défini, et pourquoi, etc. Bon, maintenant, là-dedans, il va y avoir que l'axiome de séparation qui est important, l'homogénéité, et l'autre, ça vient de la linéarité, finalement, de P donne PK de K. Donc, et après, c'est le fait que la valeur absolue, c'est une norme sur R. Donc maintenant qu'on a montré que c'était bien défini, il faut montrer l'axiome de séparation, l'axiome d'homogénéité et l'axiome d'inégalité triangulaire, mais les deux derniers axiomes, ils viennent juste du fait que P donne PK de K, c'est linéaire, et que ceci, la valeur absolue, c'est une norme sur R. Voilà, c'est tout. Après, on fait une somme. Donc, il n'y a qu'un truc important à vérifier, intéressant à vérifier, c'est la séparabilité. Donc, je vais le faire par la contraposée. Si P est non nul, alors P s'écrit forcément somme de i égale 0 à un certain n de ai xi, où petit a n est différent de 0. Alors, petit a n, c'est le coefficient dominant, on va dire. Et donc, quand on va calculer la dérivée nième en n, c'est facile de voir qu'on tombe sur factoriel n fois an, et comme an est non nul, c'est non nul. Et comme p de n en n est non nul, forcément la somme des valeurs absolues va être non nulle, et donc la norme de p est non nulle. Voilà, je dis que les autres axiomes, je vous laisse le faire, c'est quand même assez direct. Voilà, ensuite pour le deuxièmement, on va commencer déjà par montrer qu'une telle suite existe. Voilà une façon de faire que j'aime bien. On regarde phi k de p égale p, la dérivée km de p en k, et c'est une forme linéaire, mais je vais voir ça comme forme linéaire sur l'espace vectoriel de dimension finie Rx indice n, qui est de dimension n plus 1, ce sont les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Et j'affirme que ces formes linéaires, pour k allant de, je l'ai précisé, de 0 à n, forment une partie libre du dual de cet espace de dimension finie. Alors on regarde une combinaison linéaire nulle, avec des alpha k, et on l'évalue évidemment en p égale 1, le polynôme 1, et quand on évalue en 1, on a toutes les dérivées ici qui s'annulent, sauf la dérivée 0e. Bon,
où ça vaut 1, et ça va nous donner alpha 0 fois 1 égale 0, et donc alpha 0 égale 0. Maintenant qu'alpha 0 égale 0, eh ben, on va pouvoir évaluer encore ça en x, et là, on va avoir toutes les dérivées strictement supérieures à 1 qui s'annulent. Donc vous voyez le truc triangulaire qui est en train de se faire. Et donc alpha 1 va être égal à 0, et ainsi de suite par récurrence. Je vous laisse regarder ça plus précisément. Je vous laisse le faire en mettant en place une récurrence si les conditions de l'examen ou du concours s'imposent. Voilà. Maintenant, ça veut dire que phi k est libre, mais il y en a n plus 1, puisqu'on va de 0 à n. Donc c'est une base du dual de Rxn, et il va y avoir une base antéduale, ou une base duale selon comment on conçoit les choses, et qu'on va appeler E indice K, K toujours de 0 à n. Donc ce sont des polynômes qui sont tels que phi k de ek' est égal à delta k, c'est-à-dire 0 ou 1 selon si k est différent de k' ou si k égale k'. Voilà. Et donc, maintenant, on voit que Pn égale somme de 2 puissance moins k, E indice k, fait l'affaire. Voilà. Hein, bon. Et maintenant, on va montrer, grâce à cette suite Pn, d'ailleurs, on voit, entre parenthèses, que Pn est unique dans... ici, on peut même dire que c'est unique parce qu'on a démontré qu'on avait une base ici. Hein. Voilà, on va montrer que Pn nous fournit un joli contre-exemple et donc que R de x ne va pas être complet pour cette norme. Bon, allez, montrons que c'est pas complet. On va prendre la suite Pn, on va montrer qu'elle est de Cauchy. Pourquoi? Parce que quand on va prendre la norme de Pm moins Pn, par construction, on va supposer n strictement inférieur à m. Et donc, quand on veut calculer ça, hein, on va regarder Pm moins Pn, la dérivée km en k, c'est-à-dire, comme c'est linéaire, hein, on regarde la différence des dérivées km en k de Pm et de Pn, et ça fait 0 jusqu'à n, puisque n est strictement inférieur à m, et ensuite, ça fait 2 puissance moins k, entre n plus 1 et m. Donc, on va avoir cette somme-là, d'accord? Donc ça, c'est une série géométrique. Le premier terme, 2 puissance moins n plus 1, d'accord? Donc je mets le premier terme, et de raison 2 puissance moins 1, et le nombre de termes, c'est m moins n. Donc ici, j'ai la formule de la série géométrique, et donc en éliminant ce moins, je vois que c'est inférieur à 2 puissance moins n. D'accord? Ça, c'est très facile. Donc c'est sûr que ça devient une suite de Cauchy maintenant grâce à ça. Alors maintenant, il faut montrer qu'elle ne converge pas vers un polynôme de R de x. Donc on suppose par l'absurde que Pn tend vers un polynôme de R de x, avec P dans R de x. Eh bien, on va avoir... d'abord, on va remarquer que phi k, les phi k sont des formes linéaires, hein, qu'on avait introduites tout à l'heure, c'est phi k de P égale la dérivée km de P en k. Les phi k sont continus, puisque quel que soit un polynôme Q, phi k de Q est forcément, qui est égal à ça, c'est forcément inférieur à ça. D'accord? Donc inférieur à norme de Q. Donc ça veut dire que phi k est 1 lipschitzienne, donc elle est continue. Donc maintenant, comme phi k est continue, si Pn tend vers P, alors quand on va prendre la limite de phi k de Pn, je vous rappelle que phi k de Pn c'est égal à 2 puissance moins k dès que n est supérieur ou égal à k, donc c'est une suite stationnaire, hein, ici, voilà, eh bien, ça, comme phi k est continu, ça tendrait vers phi k de P, et phi k de P, c'est 2 puissance moins k. Donc on aurait un polynôme P, ici, dans R de x, hein, bien sûr, et tel que toutes ces dérivées, pour tout cas, sont non nulles. Donc ça, c'est impossible, parce qu'un polynôme a toujours des dérivées qui finissent par s'annuler. Voilà. Bon, alors maintenant, je vous avais promis de vous expliquer pourquoi R de x n'est jamais complet. Alors, donc, oui, je vous montre pourquoi, avec un petit argument d'autorité, on obtient que R de x n'est jamais complet
quelle que soit la norme qu'on pourrait mettre dessus. Si E, en général, hein, est un espace vectoriel de dimension dénombrable, alors on va prendre une base En, d'accord, N dans N, alors E n'est pas complet. Alors, comment on montre ça? Ben, on suppose par l'absurde que E est complet, on pose En, le sous-espace engendré par les n premiers vecteurs de la base dénombrable qu'on a ici, ce qui fait que E est une réunion, d'accord, des E indice n, d'accord, et c'est une réunion dénombrable. On a le théorème de Baire qui nous dit que dans un espace complet, la réunion de dénombrable de fermé d'intérieur vide et d'intérieur vide. Voilà. Donc, comme En est fermé pour tout n, bien sûr, c'est des sous-espaces vectoriels de dimension finie, et que la réunion dénombrable de ces fermés, voilà, et d'intérieur non vide, puisque c'est E tout entier d'intérieur non vide, voilà, ça veut dire, par la contraposée du théorème de Baire, hein, dans un espace complet, qu'il existe un n tel que En contient un ouvert. Donc ça veut dire qu'il contient un ouvert, ça veut dire qu'il contient une boule ouverte, comme c'est un espace, on peut supposer que la boule, c'est la boule unité. Et donc, comme la boule unité, elle est dans En qui est de dimension finie, ça veut dire qu'elle est compacte. Mais d'après le théorème de Ritz, E, ça veut dire que la boule unité de E est compacte, et donc E est de dimension finie, ce qui est absurde, puisqu'on avait supposé que c'était dénombrable. Voilà. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Si E est un espace réel, si E est de dimension finie, quelle que soit la norme, toutes les normes sont équivalentes, hein, quelle que soit la norme, ce sera complet. Si E est de dimension dénombrable, quelle que soit la norme, ce sera jamais complet. Si E est de dimension infinie non dénombrable, alors ça dépendra de la norme. Voilà.